Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans ce 13h et l'actualité ce dimanche, c'est d'abord l'Assomption, la célébration de la montée au ciel de la Vierge Marie, un moment de fête pour les chrétiens catholiques du monde entier. Ici en Côte d'Ivoire, nos reporters ont sillonné quelques paroisses à Abidjan, à l'intérieur du pays comme en dehors. Leur reportage à suivre au tout début de ce journal. Depuis hier, nous avons un cas positif de maladie à virus Ebola en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite après l'examen d'un échantillon prélevé au CHU de Cocody sur une jeune Guinéenne de 18 ans. Le ministre de la Santé rassure les populations quant aux dispositions prises par le gouvernement pour que cette maladie ne prospère pas. Hier samedi 14 août, journée extrêmement compliquée pour les habitants d'Haïti. Le pays a été touché par un grave séisme de magnitude 7.2. Face à l'afflux de blessés, les hôpitaux se sont retrouvés saturés. Le Premier ministre a déclaré l'état d'urgence pour un mois et appelé la population à rester solidaire en ces temps difficiles. 27 juillet 2021, c'est à retenir. C'est une date mémorable pour la Côte d'Ivoire. Depuis ce jour, les mosquées du style soudanais du Nord ivoirien font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une joie immense pour tous, notamment pour la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badungue-Sankwame. Aujourd'hui, dans le cadre du magazine du dimanche, nous allons en parler 15 minutes durant. Quel est l'intérêt pour la Côte d'Ivoire de l'inscription de ces mosquées sur cette liste tant convoitée du patrimoine mondial? Monsieur Fernand Sekongo nous a rejoint. Il va répondre à cette question et à d'autres, bien sûr. Fernand Sekongo est conseiller technique au ministère de la Culture, spécialiste du patrimoine. Bonjour, monsieur Sekongo. Bonjour, monsieur Hamza Diaby. Oui, il faut dire que la session du comité du patrimoine cette année s'est réunie en Chine. Hein? Vous l'avez donc suivi en ligne. Tout à fait. Cette année, le comité du patrimoine mondial s'est réuni lors de sa 44e session annuelle dans une ville de Chine qu'on appelle Fuzhou. Et lors de cette session, la Côte d'Ivoire présentait un bien en série que nous avons appelé les mosquées anciennes de style soudanais, eh bien, qui ont fait l'objet d'un débat et d'une décision au profit de la Côte d'Ivoire. Et il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y en avait 300 à l'époque, dans les années 1900. Mais aujourd'hui, on n'en compte qu'une seule, une vingtaine. Une vingtaine, et, oui. Dans la vingtaine, nous avons sélectionné 8 au total. Qui sont inscrites aujourd'hui sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous allons en parler dans 30 minutes exactement. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous retrouver, M. Sekongo. Nous sommes le 15 août, vous le savez bien, jour de la fête de l'Assomption, où la Vierge Marie, mère de Jésus, est entrée directement dans la gloire de Dieu au terme de sa vie terrestre. Dans l'Église catholique, l'Assomption est célébrée ce jour et s'accompagne fréquemment de processions. Ce matin, notre reporter Yannick Efoumi a fait le tour de quelques paroisses à Abidjan. Son reportage vous sera proposé ce soir dans le 20h. À Bouaké également, au centre de la Côte d'Ivoire, les fidèles chrétiens catholiques étaient nombreux ce matin dans les églises pour célébrer la montée de la Vierge Marie au ciel. Le constat de Kwadio Kwame de la station régionale RTI Bouaké. Paroisse Saint-Martin-des-France, Bouaké. Les fidèles catholiques commémorent l'Assomption, qui est la montée de la Vierge Marie, mère de Jésus au ciel au terme de sa vie terrestre. À l'église Saint-Pierre, la même célébration religieuse, une commémoration remplie de symboles pour ces fidèles catholiques. Je n'attends pas que j'ai des problèmes pour dire maman Marie. C'est ma maman de tous les jours. Et elle me répond dans toutes mes situations. Porter la prière pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa paix et la réconciliation. Que la paix, le pardon et la sincérité règnent en Côte d'Ivoire. Les origines officielles de cette célébration religieuse remontent à l'époque du pape Pie XII. L'Assomption de la Vierge Marie, c'est un dogme, donc une vérité qui a été officiellement proclamée par
Pie XII en 1950. Mais plusieurs siècles avant, il y avait cette dévotion. Les fidèles chrétiens sont donc invités au recueillement afin que la mère de Jésus-Christ puisse présenter à son fils leurs supplications. Quand on a cette dévotion à la Vierge Marie, quand on l'accueille comme mère, il y a des choses extraordinaires qui se passent dans notre vie chrétienne parce qu'elle nous prend par la main pour que nous suivions pas à pas Jésus avec la joie, avec la croix. Dans l'Église catholique, l'Assomption est célébrée liturgiquement le 15 août et s'accompagne fréquemment de processions. Cette célébration religieuse est unique chez les chrétiens catholiques. Quelques jours avant la fête de l'Assomption célébrée ce dimanche, les fidèles de l'église catholique Saint-Antoine de Padoue de Grand Bassam ont prié pour la famille royale Samandjé de Moossou et pour l'ensemble des populations. Une messe d'action de grâce afin de renforcer les liens entre les familles du village. La cohésion donc, gage de développement. Djeneba Bini, Salima Toudia. La cohésion, la paix étaient au cœur des prières lors de la messe d'action de grâce à l'endroit des 7 grandes familles présentes dans le village de Moossou, dans le département de Grand Bassam. La famille royale Samandjé était à l'honneur à l'église catholique Saint-Antoine de Padoue. Dans son homélie, le père a exhorté au vivre ensemble et au renforcement des liens familiaux. Unité à atteindre par les moyens de la douceur, de la patience et d'amour. Nous sommes tous fils d'un seul Père, unis dans la même foi et par un seul baptême. Il n'y a pas de différence entre nous. 6 autres grandes familles ont bénéficié chacune de ces messes de grâce. Pour la famille royale, il s'agit d'accomplir une tâche spirituelle. Le roi Nanankanga Assoumou a prié pour l'entente entre les familles. Ce que je voudrais, c'est l'entente entre nous-mêmes, la famille d'abord, c'est l'entente. Aujourd'hui, ils sont venus nombreux, les hommes, les femmes, les enfants. Je suis vraiment heureux parce que la fête s'est passée dans la convivialité et la paix. Un don d'environ 2 millions de francs CFA a été fait par la famille royale en guise de contribution pour la réhabilitation de la paroisse. Je vous le disais, ici à Abidjan, les chrétiens catholiques ont célébré l'Assomption dans la plupart des églises catholiques. Je vous promettais que vous alliez le suivre dans le courant de ce journal. Eh bien, c'est le moment. Ce 15 août, l'Église catholique célèbre l'élévation de la gloire céleste de l'âme et du corps de la Vierge Marie. Comme ceux du monde entier, les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire ne demeurent pas en marge de cette célébration eucharistique. C'est le cas à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville. Notre vie ne finit pas comme ça avec la mort. Après la mort, pour qui a mis sa foi en Dieu, comme la Vierge a mis sa foi en Dieu, elle a donné vie à Dieu, mais nous serons réunis à la fin à Dieu, dans notre âme et dans notre corps. Même son de cloche à la paroisse Saint-Jean de Cocody. L'Assomption de la Vierge Marie n'est pas sa montée au ciel, c'est ce qu'on appelle son élévation. Parce que la Vierge Marie d'elle-même, elle ne peut pas monter au ciel parce qu'elle n'est pas du côté de la divinité. La Vierge Marie reçoit dans l'Église catholique ce qu'on appelle la doulia, c'est-à-dire la vénération. Mais dans la mesure où elle est la mère de Dieu, elle reçoit l'hyperdulie, c'est-à-dire une vénération poussée. Parce qu'elle est porteuse de Dieu, elle est théotokos. L'Assomption donc met en évidence ce qu'on appelle l'élévation, la glorification de la Vierge Marie en son corps et en son âme au ciel. Marie est notre mère, celle qui est notre mère. Et nous sommes ses enfants. Elle nous a donné le modèle d'être une mère humble, attentive pour nos enfants, vivre dans la joie comme elle a élevé notre Seigneur Jésus dans la Sainte Famille de Nazareth. Donc chaque maman doit être un modèle à l'image de la Vierge Marie. C'est en 1950 que Pie XII proclame le dogme de l'Assomption. Marie est directement portée au paradis avec son âme et aussi avec son corps. Un dogme qui invite l'humanité à la piété et à l'amour du prochain dans l'espérance de la vie éternelle.
C'est un reportage de Yannick Efoumi et Sidonie Davila. Au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes également, on a célébré l'Assomption ce dimanche, mais le pèlerinage se déroule sur place dans un contexte marqué fortement par la maladie à coronavirus. Vous allez le voir, la délégation ivoirienne a été soumise automatiquement au test PCR, condition sine qua non pour accéder aux lieux de pèlerinage, aux restaurants et autres lieux touristiques. Nos reporters Sephora Zegui et Sam Conan ont suivi le groupe d'Ivoiriens dans un centre Covid-19. Reportage. Les Ivoiriens renouent avec le pèlerinage à Lourdes après une année d'interruption due à la Covid-19. Le groupe conduit par la Direction générale des cultes arrive enfin à Lourdes. Le coronavirus n'était pas le prétexte pour eux pour ne pas y participer cette année. Sachant bien que la France est un pays très affecté par la Covid-19, mais nous sommes venus quand même parce que nous avons la foi et nous avons pris toutes les précautions sanitaires nécessaires qui nous ont permis d'être ici. On a pris des précautions, on sait qu'il y a le Covid, on a fait les 2 doses qu'ils ont demandées et nous pensons que c'est suffisant pour nous protéger et en plus des mesures barrières que nous allons respecter. La ville où est apparue 18 fois la Vierge Marie à Bernadette Soubirou. Cette fillette de 14 ans a dû s'adapter pour survivre à la crise sanitaire. Test antigénique obligatoire donc pour tous les pèlerins. Les uns à la suite des autres, les Ivoiriens font le rang pour obéir à la consigne des autorités sanitaires. Ici, là, vraiment, c'est le strict respect. Les cache-nez obligatoires. Régulièrement les tests antigéniques, tests PCR, très exigés parce que les tests sont valables 72 heures, renouvelables. Sinon, vous ne pouvez entrer dans aucun endroit. Je pense que les Ivoiriens ont tort d'avoir peur de faire le test. Si chaque semaine ou chaque 2 semaines, vous avez la possibilité de faire le test, il faut le faire. Au moins, ça vous protège. Et le vaccin de la Covid, il faut le faire, c'est impératif. Alors que la situation épidémique connaît un rebond en France, ce haut lieu de spiritualité se voit obligé d'innover pour tenir le coup. Ce protocole sanitaire se complète par l'action quotidienne d'un centre de dépistage à l'intérieur du sanctuaire pour permettre à ceux qui ne sont pas encore vaccinés de pouvoir être testés à la fois pour leur arrivée à Lourdes mais également pour leur retour. Et ça c'est vraiment important. À Lourdes, comme partout en France, il est obligatoire d'avoir un pass sanitaire. À défaut, il vous faut effectuer le test contre le coronavirus qui est valable pour 72 heures. Ce coronavirus dont on parle depuis plusieurs mois aujourd'hui continue tranquillement sa progression à travers le monde, bouleversant tout sur son passage. Encore un mort de Covid hier, ici en Côte d'Ivoire. 359, c'est le nombre total de décès depuis le début de la pandémie. 66 nouvelles contaminations ont été enregistrées dans la seule journée de samedi, ce qui porte à 52 202 malades depuis mars 2020. Il existe aujourd'hui des vaccins, il y a des gestes barrières pour se protéger contre la maladie. Ne nous faisons pas prier pour les appliquer. Outre le coronavirus, on devra dès à présent faire face à un autre ennemi de taille. On l'a longtemps redouté, mais depuis hier, nous avons un cas positif de maladie à virus Ebola en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite après l'examen d'un échantillon prélevé au CHU de Cocody sur une jeune Guinéenne de 18 ans. Le ministre de la Santé rassure les populations quant aux dispositions prises par le gouvernement pour que cette maladie ne prospère point. C'est un coup de massue pour les autorités sanitaires ivoiriennes. En pleine crise sanitaire de la Covid-19, où le pays enregistre une recrudescence des cas positifs, un cas de virus Ebola vient d'être détecté sur une jeune fille de 18 ans en provenance de la Guinée. Il s'agit d'un cas isolé et importé. La patiente est actuellement en isolement et prise en charge au centre de traitement des maladies hautement épidémiques du CHU de Treichville. Fort heureusement, le groupe de personnes qui a été en contact avec cette dernière a été traqué. Et la bonne nouvelle, la Côte d'Ivoire dispose de vaccins contre Ebola
Et il procédera donc à la vaccination des groupes cibles, à savoir le personnel soignant qui sont en première ligne, les cas contacts qui étaient immédiatement en contact avec la patiente, les forces de sécurité qui sont à nos frontières. Une réunion interministérielle s'est tenue et des mesures ont été aussitôt arrêtées. La réactivation de la surveillance communautaire de la riposte à Ebola. La sensibilisation, prévention, diagnostic et prise en charge des cas contaminés. L'organisation donc, du suivi de tous les cas contacts identifiés. La vaccination immédiate des groupes cibles. Le respect des directives pour le diagnostic et la prise en charge des fièvres hémorragiques. La poursuite du strict respect des mesures barrières dictées contre la Covid qui reste valable pour la maladie Ebola. La collaboration frontalière intense avec la Guinée et la mise en œuvre des procédures standards de règlement sanitaire international. Fièvre, hémorragie, vomissement restent les symptômes principaux de la maladie à virus Ebola. Les populations sont invitées à garder leur sérénité. Oui, c'est cela même. Surtout, pas de panique pour Monsieur Ebola. C'est comme pour le coronavirus. Juste suivre les recommandations, puis faire attention à son prochain, ce qui est une question de survie pour lui et pour nous-mêmes. Le médicament, c'est cette substance spécialement préparée pour servir de remède. Mais il peut faire mal, au contraire, quand il est de qualité inférieure ou falsifié. Certains, malheureusement, ont décidé de construire leur vie sur ce trafic, aux grandes dames de l'ensemble des populations. Mais pas de bol pour eux, la police veille au grain. La direction de la police des stupéfiants et des drogues, Antenne de Mans, vient de saisir 6 tonnes de faux médicaments. Le témoignage de Tao F. Bouy. Plus de 6 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés saisis par l'antenne régionale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues DPSD de Mans. Une saisie qui s'est opérée à Mans grâce à une information anonyme. Dans la nuit du 7 au 8, on a lancé une opération de ratissage dans toute la ville de Mans, que ce soit tout ce qui est médicaments contrefaits et également dans la répression des différents types de drogues. Au cours de nos patrouilles de nuit, nos éléments ont intercepté un camion en provenance de Touba et précisément au carrefour Zélé. La fouille minutieuse du camion a permis de constater que les produits prohibés étaient dissimulés sous des denrées alimentaires. Après avoir avisé maintenant le procureur de la région, ordre nous a été donné de saisir ces produits que vous voyez ici présents et de libérer les denrées alimentaires qui ne sont pas sous l'effet de la répression. Ces produits seront incinérés plus tard sur instruction du procureur de la République. Il faut dire que depuis sa prise de fonction à la tête de l'antenne régionale de la DPSD de Mans le 29 décembre 2020, le commissaire de police de 2e classe, Béoufans Irima, et ses éléments ont saisi ultérieurement plus de 22 tonnes de produits prohibés, dont des médicaments et de la drogue. Ces produits ont été incinérés récemment. Un autre coup de filet de la DPSD de Mans. Un individu qui cultivait le cannabis vient d'être interpellé à Guné, dans le département de Biancouma. 600 plants de 60 cm à 2 mètres de hauteur dissimulés dans son champ de cacao situé sur les flancs des montagnes ont été déterrés. L'antenne régionale de la DPSD de Mans couvre les régions du Tonkoui, du Kémon et du Bafing. Cette antenne a grand besoin de personnel et de matériel roulant pour être encore plus efficace. Allons-y maintenant à l'UNSOA, l'École nationale des officiers et sous-officiers actifs de Bouaké, où 70 officiers donc, des douanes ivoiriennes viennent de recevoir leurs épaulettes de fin de formation. C'était en présence du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, et des autorités militaires. Reportage Kwadio Kwame, RTI Bouaké. Le drapeau, symbole de la patrie, symbole d'un patrimoine commun, des civilisations, de valeurs morales et spirituelles que tout citoyen peut être appelé à défendre au péril de sa vie. Le drapeau, l'incarnation de l'unité nationale. C'est ainsi que sont présentés au drapeau les 70 élèves, officiers et sous-officiers des douanes. Ces soldats de l'économie nationale ont pris l'engagement de le défendre avec loyauté et fidélité. La promotion baptisée Mlaoro Kondenye Solo Agnès ayant pour parrain le ministre Moussa Sanogo du budget et du portefeuille de l'État. Ces promus ont reçu les insignes de leur grade de capitaine, lieutenant et sous-lieutenant.
Le colonel Ouattara Karim, inspecteur général des douanes, a invité ses officiers et sous-officiers à porter haut les valeurs qu'incarne celle qui a donné son nom à la promotion, à savoir probité, dévouement et intégrité. Aussi a-t-il indiqué que ses compétences aideront à lutter efficacement contre la criminalité transfrontalière. Ces nouvelles compétences que nous accueillons ce jour apparaissent à nos yeux comme une opportunité de ressources complémentaires et utiles pour le renforcement du dispositif déployé dans le cadre de la résistance économique et de la lutte contre la criminalité transfrontalière. Selon le général de brigade Traoré Zana Ahmed, commandant les écoles et centres de formation, ces valeurs acquises doivent habiter les promus tout le long de leur carrière. Sachez que les qualités intellectuelles, physiques et morales dont vous avez fait preuve ici doivent vous habiter tout au long de votre carrière et être mises entièrement au service de l'administration que vous avez choisi de servir. Un défilé militaire a mis fin à cette triple cérémonie. On en vient à la sécurité routière. À présent, dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre les accidents de la circulation, il faut désormais compter avec une fourrière administrative en Côte d'Ivoire. Une fourrière qui sortira de terre dans quelques mois avec un aménagement de plus de 1500 places de stationnement. Les travaux démarrent avec la première pierre de l'ouvrage qui a été posée cette semaine en présence du ministre des Transports. Bientôt fini les difficultés relatives à la gestion des véhicules en fourrière à Abidjan. La Côte d'Ivoire va s'offrir dans 18 mois une fourrière administrative d'une superficie de 5 hectares avec des aires de parking et une zone administrative sur l'autoroute du Nord à la zone industrielle de PK22. La pose de la première pierre de cette infrastructure a eu lieu ce vendredi. Le maître d'ouvrage délégué promet des services de qualité aux usagers. Ce site sera adossé à d'autres sites tampons situés à l'intérieur de la ville d'Abidjan, de façon à ce que nous faisons passer de 5 hectares à environ 10 hectares la capacité de stationnement. La construction de cette fourrière administrative destinée à accueillir, entre autres, des véhicules verbalisés dans le cadre de la visio-verbalisation est plutôt bien accueillie par de nombreux transporteurs. Les fourrières aujourd'hui sont des fourrières qui exposent les véhicules aux intempéries. La construction de cette nouvelle infrastructure va, à notre sens, permettre de sécuriser tous les véhicules qui sont tombés sous le cas de fourrières. Entre autres résultats attendus de la réalisation de cette fourrière administrative, un changement progressif du comportement des usagers de la route à travers un dispositif répressif efficace. Le ministre des Transports y tient. J'ai demandé au directeur général de Kipux d'intégrer dans ce projet aussi des stations de contrôle technique. Parce que tous ceux qu'on prendra qui n'ont pas le contrôle technique et qui seront amenés ici devront avoir leur contrôle technique sur le site avant de sortir. La construction de cette fourrière administrative de plus de 1500 places de stationnement va coûter environ 4 milliards de francs CFA et s'inscrit dans la stratégie nationale 2021-2025 de la sécurité routière, dont la phase de répression commence le 7 septembre prochain. C'était un reportage de Dongui. On va souffler un peu, respirer l'air frais et pur de la nature. Et pour cela, je vous emmène découvrir la forêt classée de Languédédou dans le sortie nord-est d'Abidjan. C'est une réserve de biosphère de 8500 hectares qui capte les émissions de gaz émises par les zones industrielles de Yopougon et abrite plus d'une quinzaine de forages pour l'alimentation en eau potable du district. Le ministère des Eaux et Forêts y était donc cette semaine, le ministre, avec une délégation d'officiels britanniques, au nombre desquels l'ambassadrice de la COP26 pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Le témoignage de Franck Quadion. Forêt classée de Languédédou, 8502 hectares de rideaux de verdure et d'essences fières comme l'acajou. Nous sommes dans la zone dite Saint-Pierre-Virente, 2020 hectares riches en biodiversité. Et pourtant, Languédédou a la chance d'être à côté d'Abidjan, mais Languédédou est aussi agressé. Parce que Languédédou, aujourd'hui, en plus d'être le puits de séquestration de carbone venant en renfort au parc du Banco,
Anguérédou abrite 17 forages qui alimentent la zone nord d'Abidjan. Le site reçoit la visite d'une délégation conduite par l'ambassadrice de la COP26 pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Il s'agit pour le ministère des Eaux et Forêts de présenter cette forêt classée, les défis liés à sa gestion et les actions pour sa pérennité. Il s'agira de pouvoir associer l'agriculture avec le reboisement. Et pour certaines forêts classées, donc les mieux conservées, eh bien, il s'agira simplement de les laisser, de les accompagner dans leur régénération naturelle. Mais bien entendu, quand on vous dit qu'on a un objectif de 300 000 hectares par an et de 300 millions d'arbres par an, c'est sûr que ce ne sont pas uniquement les agents du ministère des Eaux et Forêts et de la SODEFOR qui vont réussir cette opération. Il faut les 27 millions d'habitants de la Côte d'Ivoire, il faut l'appui de nos partenaires. Agir en faveur d'un meilleur couvert forestier. Anguérédou abrite un site de pépinière visité par la délégation. Plusieurs essences, dont 60 000 plants de sao prêts à être utilisés. Sans oublier 13 hectares de parcelles à reboiser en bordure de l'autoroute. La stratégie ivoirienne séduit la délégation de la COP26. Quand on est à côté des forêts, c'est vraiment difficile parce que notre vie quotidienne pousse toujours, fait une pression toujours sur les forêts et sur la nature. L'énergie renouvelable, développement durable, le Côte d'Ivoire vraiment pousse en avant. Je peux dire que c'est un leader et je veux voir que ça continue. Une nouvelle politique forestière a été adoptée en 2018 et une stratégie a été également bâtie. Cette stratégie, pour la mettre en œuvre, il nous faut à peu près 616 milliards et aujourd'hui, je pense que nous sommes en plein dans sa mise en œuvre. Ce que vous avez vu ici à l'Anguérédou constitue un maillon essentiel de ce que nous faisons sur tout le territoire national. Une visite de l'ambassadrice régionale de la COP est jugée fructueuse. Elle est sanctionnée par un planting symbolique de plusieurs essences d'arbres. On va quitter la forêt. Direction Toumaudi au centre de la Côte d'Ivoire. La ville a abrité le lancement du projet Eau, Hygiène et Assainissement organisé par Habitat for Humanity Côte d'Ivoire. La cérémonie annonce le démarrage de la construction d'infrastructures communautaires dans les régions du Bélier et du Nzi. Les précisions de Michel Digré. D'une durée de 3 ans, le projet prévoit la construction de 16 forages et 16 blocs latrines scolaires de 6 cabines au profit des élèves des écoles primaires des zones défavorisées. Exécuté dans les régions du Bélier et du Nzi, le projet prévoit la construction dans 50 villages de 5700 latrines individuelles. C'est une joie pour la région de voir à côté de nous un partenaire aussi important qui nous aide, nous qui avons la mission d'assurer le bien-être des populations du Nzi, de voir que l'ONG nous apporte un appui important et on ne peut que dire merci au nom du président Kofi Nguessan Lataye. Nous espérons donc avoir un deuxième projet, mais bien sûr c'est ensemble que nous aurons donc des résultats probants pour démontrer donc aux partenaires, donc aux bailleurs, que véritablement les régions sont mobilisées pour accueillir donc de telles opportunités. Habitat for Humanity et ses partenaires sont engagés dans la lutte contre la pauvreté en apportant une assistance aux communautés vulnérables dans plusieurs domaines, dont l'assainissement, la santé et l'éducation. Comme chanter, c'est prier 2 fois, alors chantons pour la paix. Et c'est encore lui, Franck Quadio, qui nous conduit au concert de Frédéric Mawata sur la scène du Goethe-Institut à Cocody. Le Centrafricain est venu parler de paix et des maux de la société en mettant en mission la jeunesse qu'il appelle à jouer pleinement un rôle dans la construction de la paix. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire. La dextérité du doigté parcourt la guitare, un passage sur la tumba. L'homme orchestre conquiert un public connaisseur. C'est un spectacle dont le cœur des cibles est la jeunesse. Lui apprendre par les notes musicales à véhiculer partout la paix. Le concept des croisées des chemins. C'est à la croisée des chemins est un spectacle de Mawata et donc qui est un brassage culturel entre le Tchad, le Congo et la Côte d'Ivoire qui sont les pays qui ont adopté Mawata, les pays dans lesquels Mawata a grandi et qui ont vu grandir sa culture musicale. Donc ce concert est une sorte de baptême pour Mawata. La jeunesse africaine, on doit travailler main dans la main, on doit travailler toujours en regardant dans le même sens, en parlant naturellement de la paix. Sur scène, Mawata,
Un artiste tchadien vivant en Côte d'Ivoire qui a bien des choses à raconter, mais surtout d'expériences à partager. L'objectif recherché aussi, c'est de dire, moi je viens d'un pays où il y a eu tout le temps la guerre. Il y a eu tout le temps la guerre et je n'aimerais pas que ma terre d'accueil soit pareille. Donc moi aussi j'essaye de sensibiliser. Sur scène, le contenu du message revêt des valeurs d'universalité pour tous et lorsque des furies de musique fusionnent, nulle place n'est faite aux commentaires. Chanter pour la paix, chanter pour prier. Prier par exemple pour Haïti qui a subi un séisme de magnitude 7.2. Ce séisme donc, qui a frappé le sud-ouest du pays samedi, faisant plusieurs centaines de morts. S'ajoutent les répliques de ce dimanche, ravivant les terribles souvenirs du grand tremblement de terre de 2010 dans lequel avaient péri 200 000 personnes. Le défi du moment est la logistique. Comment acheminer l'aide d'urgence vers les zones sinistrées alors que l'unique route qui relie la capitale Port-au-Prince au sud de l'île traverse le quartier pauvre de Martissan, un quartier totalement contrôlé par des gangs armés. En Afghanistan, des talibans sont entrés dans Kaboul. Les talibans ordonnent à leurs combattants d'éviter toute violence dans la capitale et de laisser passer les personnes souhaitant partir. Ils demanderaient également aux femmes de se mettre à l'abri. Mais les talibans ont l'ordre de rester aux portes de la ville et de ne pas entrer malgré la pénétration de certains éléments en banlieue. Place maintenant au magazine du dimanche, la deuxième articulation de ce 13h. Aujourd'hui, nous allons parler des mosquées de style soudanais et du nord ivoirien. Des mosquées désormais inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces monuments historiques d'architecture traditionnelle de terre, des modèles uniques qui constituent une richesse pour la Côte d'Ivoire. Monsieur Fernand Sekongo est avec nous. Il est spécialiste du patrimoine, conseiller technique au ministère de la Culture. Monsieur Sekongo, nous allons suivre ensemble cet élément vidéo, puis on revient pour discuter. Ok, merci beaucoup. Les mosquées de type soudanais font désormais partie du riche et sélectif répertoire des biens labellisés UNESCO. L'inscription de ces édifices religieux, 8 au total, a été validée ce mardi 27 juillet à Fanzhou en Chine. La 44e réunion du Comité du patrimoine mondial classe ainsi ces trésors centenaires au rang de biens universels. Nous félicitons l'État de Côte d'Ivoire pour cette nouvelle proposition. Nous enregistrons le deuxième bien culturel qui est une spécificité dans la sous-région. Pour nous, c'est une plus-value. Ça fait cette diversité que nous avons toujours voulu. Depuis plusieurs années, les experts du ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle ont préparé le dossier. Le résultat est tout simplement une victoire pour la Côte d'Ivoire et pour tous les acteurs. Après la ville historique de Grand Bassam en 2012, la Côte d'Ivoire s'illustre une fois de plus avec les mosquées de type soudanais, 8 au total, construites au nord du pays. Elles ont été jugées d'intérêt exceptionnel et considérées comme héritage commun de l'humanité. Merci à vous, Serge Collet. Alors, M. Sekongo, qu'est-ce que le patrimoine de l'UNESCO et qu'est-ce que ça signifie d'y être inscrit? Bien, merci beaucoup. Merci de l'opportunité que vous nous donnez pour expliquer donc, de la part de Madame la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, parler un peu de cet événement majeur qui a eu lieu à Fanzhou, en Chine. Comme vous le disiez à l'entrée, donc au début de nos échanges, vous avez indiqué que la 44e session se tenait en Chine et lors de cette session, les mosquées de style soudanais ont été proclamées de valeur universelle exceptionnelle. Alors, qu'est-ce que la valeur universelle exceptionnelle? C'est un label que l'UNESCO a mis en place pour promouvoir les sites culturels et naturels d'une certaine importance qui va au-delà des frontières nationales. Donc, il a été
indiqué que les mosquées de style soudanais de la Côte d'Ivoire méritaient effectivement cette reconnaissance internationale. Donc, du coup, ces mosquées changent de statut et deviennent, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure dans l'élément, patrimoine commun de l'humanité. Parce que c'est un aspect important de l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire et qui transcende les frontières nationales. Elles ne nous appartiennent plus qu'à nous seuls désormais, mais à la communauté internationale. Donc une fierté pour notre pays. D'abord, pourquoi dit-on mosquée de style soudanais? Alors, les mosquées de style soudanais, effectivement, c'est un style qui a été forgé, disons, au XIVe siècle dans l'Empire du Mali. Vous voyez, le Massa Kanka Moussa, au retour de son pèlerinage qui a duré 8 mois, est revenu au Mali avec un architecte, Essaïli, c'est son nom, qui effectivement a lancé les premières constructions dans cette partie de l'Afrique. Et c'est à partir du XVIe siècle que ce modèle d'architecture à base de matériaux locaux, c'est-à-dire le banco, la terre argileuse et le bois qui sert de soutènement à l'ensemble. Donc c'est ce style d'architecture qui a essaimé à partir de la fin du XVIe siècle dans les régions plus au sud, c'est-à-dire dans les savanes ivoiriennes. Donc c'est comme ça que ce style a été appelé ainsi mosquée de style soudanais, parce que c'est au sud du Sahara que l'on découvre ce type de monuments. D'accord, ce sont donc des œuvres d'art, des œuvres d'art témoins de l'histoire qui sont faites en construction de terre, à toit plat, et puis c'est du bois qui soutient la charpente, comme vous l'avez dit. Mais cette inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, comment elle s'est faite? Décrivez-nous un peu le cheminement. Alors le cheminement est une prescription de l'UNESCO. Lorsque un pays veut postuler donc à cette reconnaissance internationale pour un de ses biens culturels ou naturels, il faut d'abord adhérer à la convention. Vous savez, c'est une convention née en 1972 que l'UNESCO a mise en place. Et il faut adhérer à cette convention et puis justifier de l'existence d'instruments de gestion indispensables à la sauvegarde et à la mise en valeur de ces biens. Donc la Côte d'Ivoire justifie de toutes ces prescriptions-là. Nous avons un ministère qui s'occupe de façon principale du patrimoine. Nous avons des institutions mises en place à partir de 2012, je parle de l'OIPC, l'Office ivoirien du patrimoine culturel, que l'État a mis en place. Et nous avons effectivement d'autres institutions qui permettent de postuler. Alors, une fois que ces conditions sont remplies, il faut remplir un formulaire que l'UNESCO a mis en place, faire des recherches sur le bien concerné, ensuite monter un dossier en suivant le format prescrit par l'UNESCO. Une fois que les recherches sont réalisées, il faut analyser tout ce matériel, les enquêtes sur le terrain, etc., et faire en sorte qu'il y ait, à un moment donné, le Conseil international des monuments et des sites vient en soutien pour regarder tout ça. Vérifier et valider. Et valider. Et ensuite, nous transportons tous ces dossiers-là auprès de l'UNESCO, qui reçoit et qui attend la prochaine session de la validation
Tout à fait. Et la sanction. Et finalement, sur 20 mosquées dans le nord de style soudanais, dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y en a 8 qui ont été retenues. Je vais rappeler la liste de ces 8 mosquées. C'est à Tengrela, par exemple, la mosquée Kuto, Sorobango, ça c'est dans le nord-est. Mbengue, Kong, voilà. Kawara, et puis finalement Samatigila. Qu'est-ce que cela nous apporte concrètement, M. Sekongo, d'être inscrit sur la liste du patrimoine mondial? D'abord, la reconnaissance internationale. C'est extrêmement important qu'un pays revendique un, deux ou plusieurs biens inscrits sur cette liste internationale. Aujourd'hui, les pays du monde entier se battent pour obtenir des inscriptions sur cette fameuse liste qui apporte la reconnaissance internationale, qui apporte un label important qui montre très clairement que ce pays bénéficie d'un patrimoine qui mérite la reconnaissance internationale. Et puis, n'oublions pas que tous ces biens, que ce soit les biens naturels ou les biens culturels, eh bien, sont très recherchés par le tourisme international. Tout à fait. Donc, il y a d'énormes avantages. Et il faut dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est à 5 sites ivoiriens. 5 sites, il y a 3 qui sont naturels et puis il y a 2 sites culturels finalement qui sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO. C'est ça. Les sites culturels, c'est Grand Bassam et les mosquées. Et puis les sites naturels, c'est le parc de la Comoé, le parc national de Taï, la réserve naturelle du Mont Nemba, qui malheureusement est inscrit sur la liste des sites en péril aujourd'hui. Des sites en péril. Pourquoi, M. Sekongo? Eh bien, parce que d'abord, c'est un site frontalier. Oui, c'est un site frontalier entre notamment la Côte d'Ivoire et la Guinée. Et dans une moindre mesure, le Libéria. Oui, mais principalement les deux pays. Oui. Et c'est le côté de la Guinée qui est fortement dégradé par des activités anthropiques, notamment la recherche de minéraux, etc., la dégradation de toutes sortes. Et c'est à cause de cette dégradation-là que l'UNESCO a inscrit ce bien sur la liste du patrimoine en péril. Et au final, ça peut nous être retiré. On peut sortir de la liste. Et à terme, s'il n'y a pas des actions vigoureuses qui permettent d'enrayer les facteurs de dégradation, eh bien, effectivement, au bout de certains temps... Et pour cela, la Côte d'Ivoire et la Guinée se parlent dans ce sens pour régler cela? Oui, je pense que la Côte d'Ivoire et la Guinée se parlent. Je vous ai indiqué dans les échanges que le patrimoine naturel est du ressort de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, et je pense que même si nous avons des collaborations avec cet organisme. Donc c'est eux qui s'occupent vraiment de cet aspect. On a Grand Bassam qui est la ville est inscrite au patrimoine, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis près de 10 ans aujourd'hui, 2012. Qu'est-ce qu'on y a gagné à Grand Bassam? Parce que jusque-là, les bâtiments historiques sont encore dans l'état dans lequel ils étaient. Qu'est-ce qu'on a gagné depuis? D'abord, l'inscription est déjà un avantage important. Pour l'instant, on ne revient plus là-dessus. 10 ans après, qu'est-ce qu'on gagne? C'est un avantage important que d'avoir un bien sur la liste du patrimoine mondial. Maintenant, ce qui a créé problème, il faut bien le constater et le dire, ce sont des problèmes de dysfonctionnement qui n'ont pas permis à l'équipe opérationnelle de mettre en œuvre le plan de gestion qui était prévu et validé par l'UNESCO. Avec l'arrivée de Madame la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, nous avons la ferme assurance que désormais,
tout ce qui doit être fait pour relancer, on va dire, la machine de la sauvegarde et de la valorisation va être fait. Va être fait. Et on se souvient qu'en 2019, un bâtiment historique avait été détruit par un habitant de Grand Bassam. Par un propriétaire. Oui. Et le ministre d'alors, Bandama Maurice, avait exigé que ce soit reconstruit. Avait exigé, effectivement, d'abord avait pris des mesures, des sanctions, pour mettre, on va dire, le fautif devant les tribunaux. Oui. Il a été, donc, et avec sa libération, il a été conclu que le propriétaire en question devait rebâtir l'édifice détruit selon les plans originaux. Et c'est sur ça que, effectivement... Et la valeur était estimée à l'époque entre 500 et 600 millions de francs CFA. On va terminer, M. Sekongo. Les prochains sites qui pourraient être sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, oui. Ce sont... Alors, sur notre liste préliminaire, il y a le parc archéologique d'Awakro. D'accord. Ça, c'est dans le département de Tiasalé. C'est dans le département de Tiasalé, qui est un site du paléolithique et du néolithique. Vous voyez? Donc, c'est un site important que nous pensons pouvoir étudier à fond. Et puis, il y a aussi dans la région d'Adiaké, le parc national des îles Éotilées, oui. Qui est un site mixte, c'est-à-dire à la fois naturel et culturel. Voilà, donc ce sont ces deux sites-là qui sont déjà prépositionnés pour peut-être, en tout cas, les prochains dossiers. Merci, M. Sekongo. Merci beaucoup. Fernand Sekongo, spécialiste du patrimoine au ministère de la Culture. Merci encore de votre sollicitude. Bien de choses à Madame le ministre. Bonne fête de l'Assomption et bon retour chez vous. Fin de ce magazine, fin de ce 13h que vous pourrez revoir sur les www.rti.ci. Je reviens chez vous mercredi, même heure. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. La menace est plus que réelle. Coronavirus, Ebola, appliquons les gestes barrières pour s'en prémunir.